Bonjour, alors aujourd'hui les Amis de la Liberté reçoivent quelqu'un qui est connu maintenant, c'est Michèle Bedignelli. Elle est connue parce qu'elle est adhérente des Amis de la Liberté, mais c'est pas pour ça qu'on la reçoit aujourd'hui, c'est surtout parce qu'elle fait, depuis quelque temps d'écrivaine on dit, oui. Elle vient de publier au mois de mars deux ouvrages, enfin, elle n'a pas publié deux ouvrages, mais elle intervient dans deux ouvrages qui ont été publiés au mois de mars. Le premier est un ouvrage collectif, c'est sur la commune, il s'appelle Vive la commune, reviendra le temps. C'est un ouvrage collectif constitué d'une grande quantité de nouvelles écrites par des auteurs, des journalistes, et accompagné de dessins. En tout, je crois qu'il y a, j'ai compté, 27 auteurs et 19 dessinateurs qui ont participé à cet ouvrage. C'est aux éditions du Caïman. Et ça vient donc de paraître le mois dernier. Et puis on la reçoit aussi, et surtout peut-être, parce qu'elle elle a publié au mois de mars toujours le troisième opus, maintenant on dit opus, hein, c'est beaucoup plus élégant, c'est des aventures de Giulia, alors moi je prononce à la Pinsut, hein, donc Giulia, c'est La patience de l'immortel, c'est son dernier roman, c'est une aventure encore de Giulia Boccanera, c'est la troisième, et on en parlera tout à l'heure. Donc on va parler aujourd'hui donc de ces deux publications. La première c'est Vive la commune, et dans cet ouvrage, elle écrit une nouvelle qui s'appelle La dernière dent. On en parlera tout à l'heure de La dernière dent, parce qu'elle a l'art du titre, on en parlera tout à l'heure. Bon, là, en fait, c'est un ouvrage collectif. Alors, c'est peut-être la première fois que tu participes à un ouvrage collectif. Non, la seconde, pour le Caïman. Et alors, qu'est-ce que ça a de différent avec le travail individuel, je veux dire? Alors, ce qu'il y a de différent, c'est que... Non, ce qui est bien, c'est qu'on a un directeur de collection qui est vraiment bien et qui fait attention à ce que on n'écrive pas, qu'il n'y ait pas deux auteurs qui écrivent sur le même sujet. Le précédent, ça s'appelait C'est l'anarchie, donc c'était sur 100 ans du mouvement anarchiste. Et finalement, on avait pris chacun une figure de l'anarchie. Il y avait une vingtaine d'auteurs, pareil. Et là, sur la commune, alors, il y a effectivement beaucoup d'écrivains et puis des illustrateurs, et il a fait en sorte qu'on ne se marche pas sur les plates-bandes. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on s'est dit, j'écris en même temps que, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Desmond, Guillaume, Biberfeld, etc., qui sont des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie, et je sais que ce sont quand même de très bons auteurs, donc voilà, on n'a pas envie de se rater, voilà. Et puis on essaie de moi j'essaie d'imaginer, enfin je sais que c'est compliqué parce que je savais qu'il y avait à la fois des fictions, peut-être du document, etc. Et on essaie de se dire, il faut que je fasse partie d'un tout, c'est ça qui est intéressant, d'un collectif. Mais avec ma touche à moi, ma touche personnelle, et on a quand même carte blanche de la part des éditions du Caïman, donc c'est très agréable. Alors, la touche personnelle, elle n'est pas totalement personnelle, mais dans cet ouvrage, il y a des textes qui reprennent l'histoire de personnages qui ont existé. Hein, par exemple, Pilotel, c'est la vie de Pilotel qui était très intéressante d'ailleurs. Et puis il y a des œuvres de fiction. Tu parlais de Dens, lui, il imagine une lettre qu'il écrit qui est écrite par un protagoniste de l'action, mais qui n'a pas de personnalité historique. Et toi, tu as choisi la fiction. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le titre. Bon, pour la fiction, pourquoi est-ce que tu penses que la fiction, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à l'histoire avec un grand H, hein, puisque c'est un événement historique qu'on commémore? Je profite de la chose pour dire que les Amis de la Liberté sont partie prenante de cette commémoration. Tout d'abord, je ne suis pas historienne. Donc il y a vraiment des choses que je vais m'interdire de faire ou de dire, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment travaillé dessus. Et pour éviter les erreurs ou les inexactitudes, enfin moi j'aurais pas pu faire un document. Voilà, j'aurais pas pu faire une non-fiction. La fiction, ça permet tellement de choses, quoi. Ça permet, ça permet d'imaginer, et ça permet effectivement, à partir d'un ancrage dans l'histoire,
que je connais un peu, ça permet voilà, de développer, d'imaginer, de faire vivre des personnages qui n'ont pas vécu, mais que je tenais à faire ressurgir. Et surtout, je voulais parler des anonymes, enfin je veux dire, hormis les grandes figures qu'on connaît de la commune, moi je voulais parler de ceux qu'on ne connaît pas, dont on ne connaîtra jamais le nom, les Parisiennes et les Parisiens qui se sont battus, et en particulier des femmes, qui sont encore plus anonymes que les anonymes en général, surtout à l'époque. Donc c'est pour ça que ouais, la fiction, pour moi, c'était une évidence, avec un ancrage dans le réel, puisque ça se situe pendant la semaine sanglante, quoi. Oui, c'est ça. Et ça finit avec la commune. Oui, alors cette histoire, donc, on en vient au deuxième aspect particulier, outre la fiction, c'est le titre. Hein. Ça, je résume, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est victime de violence de la part de son compagnon. Et ça commence très fort, ça commence toujours très fort chez les jeunes. Je vous lis les 5 premières lignes, hein, ou 6 quoi. Encore une dent cassée. Ça s'appelle la dernière dent, hein, je le rappelle. Au fond, un morceau s'est détaché, menace de glisser le long de sa gorge. Elle le crache précipitamment. Un amas sanguinolent dans la bassine. Angèle s'entaille la langue sur l'arête aiguisée. Quand elle la passe dessus pour évaluer les dégâts, ils ronflent, ivres, toujours habillés, écroulés sur leur lit. Je vous laisse le lire la suite. Mais pourquoi la dernière dent? Pourquoi ça commence comme ça? Tu parlais des personnages ancrés dans l'histoire, etc. Et c'est tout à fait bien, mais la dernière dent, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. En fait, c'est le symbole ça parle de violence d'un homme sur une femme. Et ça commence par le fait que voilà, il lui a tellement tapé dessus qu'il y a une dent qui s'est cassée. Et donc il y a, pendant toute cette histoire, il y a cette dent cassée, il y a cette dent finalement qui est là, hein, qui la gêne, qui est encore branlante, et qui finalement est le symbole de ce qu'elle a été, ce qu'elle s'est pris dans la tête. Et en fait, c'est la dernière dent parce que c'est la dernière fois que ça lui arrive, quoi. C'est la dernière fois qu'elle accepte ce qui lui est arrivé, qu'elle accepte des violences, et que ça va s'arrêter tout de suite. Et que c'est le symbole à la fois de la violence sur les femmes et puis en même temps de cette violence qui va se dérouler, puisqu'il y a l'assaut des Versaillais à ce moment-là dans Paris, sur la butte Montmartre, et que cette dent, cette dent, elle est un peu branlante, elle est un peu vacillante comme elle, parce que c'est pas une héroïne, c'est juste une petite grisette, c'est une femme de peu, c'est une lingère, mais elle va quand même se rebeller, elle se rebelle contre cet homme qui la frappe, qui la viole, et collectivement, la commune, elle lui apprend à se rebeller contre ce qui était l'ordre établi et l'ordre acquis. Mais elle est petite, elle n'est pas grand-chose, elle a un fétu de paille, et comme cette dent, elle est vacillante, mais jusqu'au bout, et au bout, il y a une nouvelle force qui arrive. Et oui, je vais lire 2 lignes de la fin, mais sans doute. Oui, alors finalement, c'est un double symbole, cette femme. C'était la femme du peuple, de la commune, du peuple de Paris, petit peuple de Paris. Mais en même temps, c'est le symbole de la femme et de la condition féminine, qui commence d'ailleurs, au moment de la commune, à être un problème avec les personnages comme Louis Michel, hein, qui a d'ailleurs remplacé Thiers dans l'avenue de Nice du même nom. Au moins pour quelque temps, je crois qu'il y en a encore une d'affiche. Oui, alors donc, les deux sont liés. Je vous dis la dernière, et je ne vous dis pas la fin. Autour d'elle, tous les visages sont tendus, les corps déterminés. Du bout de la langue, Angèle tâte sa gencive, elle ne trouve plus sa dent brisée. Elle ne se souvient pas de l'avoir perdue. Sans doute l'a-t-elle avalée. Et puis après, vous verrez la suite. Bon. Mais c'est vraiment le fait que ça ouvre et que ça ferme et en même temps, ça rappelle l'expression avoir une dent parfaite. Oui, elle a une vraie dent
contre son mari. Et puis, oui, c'est ça ce que je voulais parler. Enfin, c'est court, c'est une nouvelle, hein, il y a peu de pages, mais je voulais parler à la fois de la condition personnelle d'une femme seule face à un bourreau, et qui rejoint la condition collective de ceux qui se sont élevés contre des oppresseurs, quoi. Ben, sans être trop pompeux, ni voilà. Bon, je vois, alors elle a dit que c'était pas très long, ça fait 6 pages, hein, 7 pages, sa nouvelle, mais elle est accompagnée de 26 autres qui sont dans cet ouvrage dont je rappelle les coordonnées que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Vive la commune et reviendra le temps, c'était publié aux éditions du Caïman. C'est un éditeur local, c'est un éditeur... Ils sont à Saint-Étienne. Ah oui, c'est ça, oui, je reçu le cap. Ils font du noir et du polar, ils sont à Saint-Étienne. Voilà, et alors on passe, puisqu'elle est là, on en profite, hein, on passe à son dernier ouvrage, le dernier qui est sorti aussi au mois de mars, et qui s'appelle La patience de l'immortel. Celui-ci est plus volumineux, et puis il est plus classique dans ce qui constitue déjà son œuvre. C'est les aventures de Giulia Bocaner, qui est une détective privée niçoise, qui vit à Nice. Les 2 premiers romans, dont je vous rappelle les titres, le premier c'est Bocaner, parce que ça a ouvert le feu, ce livre, et il a reçu un bon accueil d'ailleurs. Et le deuxième, c'est Après les chiens. Alors celui-là, je vous le conseille parce qu'il est vraiment quelque chose de, si vous ne l'avez pas lu, hein, quelque chose de très intéressant du point de vue du thème et surtout de l'écriture. Et enfin, le dernier qui arrive, c'est La patience de l'immortel, toujours ces titres dont on parlera tout à l'heure. Cette patience de l'immortel, c'est l'histoire de Bocaner, une nouvelle aventure, une nouvelle enquête de Giulia Bocaner, qui se passe en Corse. Et ça, je crois que ça va y avoir une importance. Apparemment, il n'y a pas de relation entre les deux, mais moi j'en vois quelques-unes quand même, sur le plan aussi bien de l'écriture que du thème. Alors, la première question, c'est elle va en Corse. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle va être délocalisée? Et les enquêtes délocalisées? Je sais pas. En fait, je sais pas. J'avais vraiment très envie de la faire partir en Corse, puisque c'est la moitié de ses origines, et que c'est quand même une terre particulière, qu'il y a plein de choses à faire, à dire là-bas. Je sais pas, peut-être que quand on pourra reprendre l'avion, elle ira à New York, mais j'en doute un peu. Elle va revenir à Nice. Elle est quand même assez locale. Elle est assez locale, oui. Mais elle a des racines. Voilà, elle a des racines. Donc là, c'était l'occasion d'explorer cette autre moitié de racines, donc le côté corse, sur une terre qui est vraiment qui est romanesque en plus, hein, qui est propice à imaginer. Oui, la Corse, d'ailleurs, dans ce roman, la Corse, c'est un peu la statue du commandeur, c'est-à-dire que c'est pas comme à Nice, quoi. D'ailleurs, il y a un passage, j'ai eu du mal à le trouver, mais il y a quand même quelque chose qui nous permet de savoir ce qui fait cette Corse quelque chose de particulier dans cette histoire. C'est Giulia, donc, qui est dans une vallée de Corse, et puis elle veut retourner, enfin, elle parle de retourner dans sa famille. En revanche, si je prends la voiture pour changer de vallée, hors de la zone de Santucci, pour arriver dans celle des Bocaner, cela sera plus déroutant. Dans le village de mes grands-parents paternels que j'ai quitté voilà presque 30 ans, il faudra que je replace mes interlocuteurs sur une cartographie beaucoup plus intime qui me concerne. Qui étais-tu, toi? Est-ce qu'on s'est rencontrés quand j'étais enfant? Est-ce qu'on a couru ensemble sur le sentier derrière la maison? M'as-tu aimé, détesté, ignoré? Est-ce qu'on a eu peur ensemble à défier les fantômes du cimetière? Est-ce que j'ai partagé plus qu'une poignée de murs avec toi? Si je choisis cette direction, je risque d'y perdre l'armure que je me suis forgée. Alors cette armure, c'est quoi qu'elle s'est forgée pour la Corse? En fait, c'est parce qu'effectivement, elle a quitté la Corse depuis 30 ans. Et elle n'a plus les codes, elle n'a plus les références, notamment ces références généalogiques si importantes, de savoir d'où tu viens, de quel village, de qui tu es, ton grand-père, ta grand-mère, enfin voilà, tu es en Corse, tu es ancré quelque part. Là, tu parles de toi un peu.
Un peu, ouais, je me suis un peu basée sur une expérience personnelle. Mais c'est vrai que du coup, quand elle y retourne, et elle y retourne pour faire une enquête, et avec des handicaps pas possibles, parce qu'elle n'est pas sur son terrain, elle n'est plus à Nice, il n'y a plus son colocataire pour l'aider, il n'y a plus la patronne du bar qui va lui donner un conseil ou un indice, enfin bon bref, là elle est seule, et elle a des souvenirs. Elle a des sentiments qui reviennent, des souvenirs, elle ne peut se fier qu'à des choses, qu'à des souvenirs qui ne sont peut-être pas les bons. Voilà. Donc il faut qu'elle avance là-dessus, en essayant de... Alors elle marche un peu sur les œufs au début, hein, parce qu'il faut savoir où on va et ce qu'on dit. Et il y a des gens qu'elle ne reconnaît plus, il y a des gens qui la reconnaissent, mais elle ne sait plus exactement qui c'est, donc elle est toujours un peu surprise par quelqu'un. Il y a toujours un truc au détour du chemin qui va la surprendre. Et il n'y a pas que qu'elle qui sera surprise d'ailleurs, si on va ajouter. Oui, c'est en deux mots, l'histoire, c'est Julia qui enquête sur l'assassinat horrible d'une jeune femme qui travaillait à la télévision corse et qu'elle a connue quand elle était enfant. Qui était une enfant qu'elle a gardée qu'elle a fait sauter sur ses genoux. C'était la nièce de son ex-compagnon. Et là encore, on est avec le début. Moi, j'avoue que quand je commence à lire, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Putain, ça commence comme ça. Hein. Putain, il a fallu que je crève ici. Alors, quand vous disiez cette phrase, vous dites, qu'est-ce que c'est? Où on est là? Ici, cette nuit, sur cette route, quelque part au milieu du maquis, il fallait que je crève dans le noir. Ça a commencé par une sorte de plaf et j'ai failli perdre le contrôle de la bagnole, etc. Pourquoi avoir commencé comme ça? C'est une attaque surprenante, parce que normalement, le lecteur, quand il a fini le premier paragraphe, il dit bon, mais c'est fini, c'est pas la peine de lire la suite. Bon. Voilà. Ouais, j'ai voulu. Déjà, je m'étais dit, je vais mettre putain, c'est le premier mot, ça va être putain. Voilà, juste parce que c'est un mot que je recure assez souvent de manière générale et que je trouvais que c'était une bonne attaque. Et la phrase, il a fallu que je crève ici. Même pendant tout un... Voilà, on peut l'entendre quand on la lit, on peut l'entendre en disant voilà, on peut croire qu'elle est morte immédiatement. On se rend compte au bout de trois lignes que ce n'est pas le cas, que c'est la voiture qui a crevé. Mais je voulais vraiment cette phrase parce que pendant tout un temps, je me suis dit, et si elle crevait vraiment? Bon, je ne veux pas dévoiler tout, mais il y a eu ça. Je dirais, le sort de Bocanin est resté, tu vois, ou crevé, ou vraiment un truc. Et bon, finalement, je le fais attaquer comme ça, avec quelque chose qui arrive de manière très soudaine et très brutale, pour entamer ce livre. Et puis construire comme ça, avec une attaque un peu étrange, peut-être qu'on oublie au fur et à mesure de la lecture, et puis un écho un peu plus loin à propos de ça, voilà, de cette attaque. Donc, en tout cas, on est immédiatement dans l'action, ça c'est sûr. Voilà. En fait, bon, on est revenu à ce thème qui, je disais qu'il y avait des ressemblances, il y en a d'autres, hein, notamment sur les problèmes de la Corse, de la femme, de la société capitaliste, etc. Vous les trouverez quand vous lisez le roman. Hein. Le titre, alors, La patience de l'immortel. Ouais. On a mis du... Alors, j'ai vraiment travaillé avec l'éditrice, on a mis du temps à le trouver. En général, les deux premiers, je les avais quasiment, hein, les titres en même temps que le manuscrit, et celui-là, je l'ai laissé mûrir, quoi. Et puis tout d'un coup, on est parti sur des idées différentes. Bon. Et tout d'un coup, l'immortel, ça, depuis que je me suis dit que j'allais écrire quelque chose qui se passait en Corse, j'avais l'immortel en fait. L'immortel, c'est vraiment cette fleur qui est très résistante, qui est lumineuse, qui sent très bon, qui a des vertus, qui sont des vertus régénératives, qui est cicatrisante, et qui est aussi la fleur qu'elle donne, enfin qu'elle met pour Rachel dans Après les chiens. Pour moi, c'était aussi le symbole du personnage Rachel dans Après les chiens. Donc ça faisait une liaison. Et cette immortelle, elle est résistante, elle se bat un peu toute seule. Et là, je trouve que la couverture est bien. Elle est cette fleur qui est seule sur cette pierre assez rude, avec un horizon assez noir, mais elle est là, elle résiste. Et pour moi, c'est aussi le symbole aussi de la Corse, on va dire. Tu vois, l'immortel, c'est la Corse, les Corses.
La Corse éternelle. La Corse éternelle, la Corse immortelle, mais en tout cas la Corse qui résiste. Et c'est vraiment un caillou au milieu de la mer. On peut penser que voilà, ça peut sombrer. Non, ça sombre pas, ça tient toujours, la Corse. Et la patience, c'est parce qu'au bout d'un moment, on perd patience. On peut perdre patience. Alors que, bon, voilà, on peut imaginer que cette fleur, elle peut tout supporter. Mais il y a un moment où elle ne va plus supporter un tas de choses qui peuvent aller du saccage du patrimoine paysager de la Corse avec le maquis à un meurtre, à des choses comme ça, quoi. Donc la patience de l'immortel, j'aurais pu continuer en disant n'est pas éternelle. D'accord, et moi j'avais vu, mais c'est peut-être tiré par les cheveux, encore que moi j'ai du mal, la patience de l'immortel, c'est aussi la commune. Les principes de la commune sont, on vient d'en parler, on retrouve les mêmes thèmes de libération de la femme. C'est la permanence des choses, quoi. Voilà. Bon, après, c'est la transmission historique et il faut être patient. Mais il y a un moment, il y a un moment où la patience, c'est pas ma vertu première, ça, c'est un truc. Bon. Et il y a un moment où, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter d'être patient aussi. Et je pense que l'immortel peut arrêter d'être patiente, sans vouloir tout dévoiler. Bon, eh bien, écoutez, écoute, on a vu les... Alors, je vous conseille donc la lecture de ce livre, d'autant que vous n'êtes pas au bout de vos surprises au fur et à mesure que vous avancez jusqu'à la dernière page. Ouais. La dernière page, en fait, c'est les œuvres des autres auteurs dans la liste, juste avant voilà. Juste avant les remerciements, vous allez aller jusque-là et vous verrez. Alors maintenant, eh bien, écoutez, Michel, merci. Simplement pour savoir si elle va avoir... Tout à l'heure, on en a parlé de la délocalisation, qui semble quand même difficile à réaliser si elle est trop loin. Mais est-ce qu'elle aura des suites? Est-ce qu'elle va avoir des... Alors j'espère. Donc là, je pars en résidence d'écriture à Frontignan, qui est une magnifique ville que je ne connais pas. Dans lesquels, voilà, tout le monde me dit tu vas voir le muscat, donc je vais voir le muscat. Bon, je rappelle que Beaucanin, elle ne boit pas, mais moi oui. Et donc je vais commencer à... J'ai déjà une idée du quatrième, parce que de toute façon on la laisse, je pense qu'on a envie de la retrouver. Moi j'ai envie de la retrouver en tout cas. Donc, et donc je vais pas... Peut-être que ça commencera à Frontignan finalement aussi, je ne sais pas, parce que je ne connais pas cette ville, mais à mon avis c'est super intéressante. C'est une ville ouvrière à côté de Sète, qui est un port un peu plus bourgeois. Et puis il y a une histoire, voilà, il y a une vraie histoire sociale sur l'immigration, puisque ça rejoint après les chiens. Donc peut-être que ça commencera à Frontignan et que ça se terminera à Nice, je ne sais pas. Mais oui, il y aura une suite, hein. Forcément il y aura une suite. Et sinon, comme autre projet, mais ça c'est pour 2022, ce sera les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Donc le Caïman recommence un recueil. Voilà. Et donc on m'a invité à faire une nouvelle, à écrire encore une nouvelle. Donc là, il faut que je réfléchisse aussi là-dessus. Et voilà. Eh bien, écoute, je crois que c'est bien rempli le plan du temps de Madame Pégui. Et on te remercie pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Et on vous invite à d'abord lire le roman, le dernier, le bouquin sur la commune et les deux autres. Ça vous fait, en temps de confinement, c'est une bonne façon de passer le confinement. Et puis, eh bien, à bientôt, hein, on va se retrouver pour d'autres conférences et d'autres interviews comme ça.